الزلف اللون كريتيكا نوطون مينوث نكذ كمال أماري ثيكلتان واحد السكاسي يكثيلو فان تسيدير ثموث قبيليا ولا الجزائر ثمثا يعني وذافون كي تزيرين دي سرسنا تصل الحريص دي ثموث قبيليا نوري جامولا ذيون بن بونار أما النار هذا لسان كولتورال النار اسكلان ليتيران شكون اللي كافي ليتيران يبريثان النار الندال نار لو تيران سبورتيف كي تولي مجي اسكاري غاتيغاري فاسنيس النار اسداوان لو دي بونفوسيرن تسداويت نار دي مناديين سداوان اللي قال هذا خدمنا سراك دي فرنسا يجي هذا فرن ونظريا ذا شكيت نذير وذا بوغا تزيري ذا شكات نظر أكذا كمال أمارين وينير الزلف لك كمال زولا رشيد زولي كان تتولى أكا تزرام نبغى تيلي تذوي تاكي يسقسيني تيريث نكمل تيلي ستوثلي فرانسيس إيوا شو شكون نبغى لا فيزيبيليتي نس تاغ هذوي كاذ ونفهم لها تقبلي ثم هذا خدمن كرا شكون خلا يكمن لا اما ذي قبليا اما يغرفاني تيدير من الجزائر خلا يكد لكن خاصة دون لو ميم ساك نبغى نفهمن وقاعد نفهمنا تقبلي شكاد نيا ذويل تكير انك كمال Kamal, avant d'aborder directement la question de la répression adoptée par le régime algérien, notamment en Kabylie, on doit essayer d'abord de comprendre ce qui caractérise les régimes non démocratiques, des régimes autoritaires, des dictatures ou les totalitarismes. Ma première question, Kamal, c'est quoi d'abord la différence entre la légalité et la légitimité du pouvoir? L'autre volet de la question, sur quoi se base la démocratie? Est-ce que la tenue d'élections, par exemple, est-elle une condition suffisante pour qualifier un régime démocratique? C'est ça ma question. Qu'est-ce que c'est au Kamal? Rachid, donc une émission qu'on va consacrer principalement justement pour comprendre, on peut dire, le stratagème adopté par le pouvoir pour comprendre ce qui se passe, la répression en Algérie d'une manière générale, particulièrement en Kabylie. Alors, première question, le premier volet de la première question, c'est important de distinguer la légalité de la légitimité d'un régime ou d'un pouvoir. Dans les régimes démocratiques, la légitimité se tire des élections légales et du respect des lois. Le pouvoir, mais aussi, de l'autre côté, le pouvoir pourrait prendre malheureusement le pouvoir d'une manière illégale, comme les coups d'État ou différentes formes révolutionnaires armées. Peuvent toutefois acquérir une certaine légitimité si les gens perçoivent qu'on agit dans leur intérêt et dans le respect de leurs valeurs. Pour le deuxième volet de ta question à Rachid, la démocratie s'appuie sur des principes. Il ne peut pas être limité justement à l'acte de vote. Les principes réellement basés, que se base, on peut dire, la démocratie, nous avons la représentation politique, les institutions relatives à l'état de droit et au constitutionnalisme. Donc, avoir une constitution, être bien représenté. Donc, la tenue d'élections ne peut pas être une condition suffisante pour qualifier un régime démocratique. Bien sûr, cette question-là, la réponse est bien claire, non. Les élections doivent être réellement d'abord libres, s'il existe dans certains des régimes non démocratiques, ce qui implique la protection d'abord du droit de chaque citoyen à donner son opinion, à former un parti politique. La démocratie va de pair avec la protection des libertés individuelles et collectives et le respect de l'état de droit. Donc, c'est clair, les élections qui sont faites dans des régimes non démocratiques, ce n'est qu'une façade pour avoir justement une pseudo-légitimité. C'est plus ils sont dans un cadre de légalité, juste pour l'opinion internationale des pays fréquentables. L'Algérie peut être considérée comme étant, on va dire, un pouvoir, on va dire, dans un cadre de légalité, mais pas de légitimité, parce qu'on sait comment ça se passe. Les élections en Algérie sont plus de désignation. Voilà, Rachid, pour répondre à ta première question.
Tanmir Kamal, justement, la question qui suit, c'est un peu liée. Est-ce que, Kamal, peux-tu nous énumérer les divers types de régimes non démocratiques dans le monde? Alors, d'abord, donc justement, il y a une distinction à faire entre les dictatures et les totalitarismes. Si on va prendre l'exemple de la dictature, euh, sur un plan étymologique, dans la République romaine, le dictateur, en latin dictator, c'est-à-dire celui qui parle, mais occupait une fonction officielle. Mais la signification moderne du mot dictateur apparaît autour de la Révolution française. Le mot prend un sens proche de celui des mots tyran et despote. La dictature désigne alors un régime qui se maintient par la violence et la peur, mais surtout par un pouvoir illégitime au-dessus des lois. Le concept de dictature, la dictature désigne aujourd'hui un régime dans lequel un individu, un groupe, parti politique ou groupe religieux, junte militaire, dirige le gouvernement sans respect pour les droits, les libertés et les règles constitutionnelles qui encadrent généralement l'exercice du pouvoir démocratique. Il refuse les principes démocratiques et l'état de droit. Donc, globalement, les régimes non démocratiques se résument à la dictature et au totalitarisme, même s'il y a une sorte de variante lorsqu'on parle aussi de régimes autoritaires qui sont classés, on peut dire, ce qu'on appelle la zone grise, qui sont entre des régimes dictatoriaux et des régimes totalitaires. Voilà, Rachid, d'une manière générale, pour distinguer les différents régimes non démocratiques. Justement, Kamal, ça serait bien si tu peux nous donner quels sont les traits communs aux dictatures. Une autre question aussi, qui est un peu liée. Quelle distinction essentielle qui existe entre les régimes dictatoriaux et les régimes totalitaires? Alors, le trait commun aux dictatures, de formes de dictature, c'est d'abord, il y a une faible séparation du pouvoir, c'est-à-dire entre législatif, exécutif, ces différents pouvoirs et judiciaires, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire c'est la primauté, on peut dire la prédominance, on peut dire du pouvoir exécutif. C'est-à-dire les autres sont on peut dire une existence plus formelle, juste pour induire en erreur, on peut dire l'opinion internationale. Les élections douteuses, lorsqu'il existe, c'est la fraude, c'est l'absence de liberté de presse ou d'association. Et d'ailleurs, la preuve, comme vous avez énuméré au début, donc possibilité, on va dire, de dissoudre certaines associations. Déjà, le pouvoir algérien a déjà dissous un certain nombre d'associations. Alors, la distinction entre dictature et totalitarisme, c'est quoi on va dire la différence essentielle? C'est que la préoccupation essentielle dans les dictatures, c'est se maintenir au pouvoir. Et les moyens utilisés, c'est la répression. En quelque sorte, interdire toute opposition politique, toucher donc aux intellectuels, aux syndicalistes, et c'est le cas actuellement en Algérie. Dans les régimes totalitaires, vont beaucoup plus loin. Et ils sont portés par un programme idéologique qui les entraîne dans une dynamique révolutionnaire et une spirale de violence et de destruction dans lesquelles personne n'est à l'abri de la terreur. Totalitarisme, c'est le régime, par définition, qui prétend englober la totalité des éléments de la société qu'il gouverne. Comme la dictature, aucune opposition politique n'est tolérée, même si on accepte peut-être une existence un petit peu, je voulais dire, folklorique, formelle, mais réellement, au fond, on refuse toute opposition politique. Il cherche aussi à exercer un contrôle sur toutes les activités sociales, que ce soit l'économie, la famille, la culture, les loisirs, la religion et la pensée. Parti unique, même si en Algérie, il y a un pseudo-multipartisme, mais réellement, au fond, le régime contrôle tout pour, on va dire, y aller vers une pensée unique et de ne pas accepter toute diversité. Culte de personnalité et un appareil policier omniprésent. Imposer l'idéologie de régime. Il s'appuie sur la propagande, le regardement des masses,
la police secrète, l'usage de la violence, menaces, emprisonnement, torture, brise des liens de solidarité entre les individus et mine tous les efforts de résistance éventuelle, renforcer la soumission. Et d'ailleurs, après ce qu'on va analyser ce qui se passe en Kabylie, on va retrouver certains éléments par rapport à ces caractéristiques de ces régimes dictatoriaux et, totalitaires. Parce que même si on veut considérer le régime algérien comme une dictature ou un régime autoritaire, mais lorsqu'on regarde la caractéristique fondamentale de tout régime totalitaire, on va trouver que actuellement, vu ce qui se passe, on trouve certains éléments où l'Algérie peut être qualifiée aussi comme étant un régime totalitaire. Parce que la caractéristique fondamentale justement de tout régime totalitaire est de déshumaniser les individus, non seulement pour les priver de leurs droits, mais aussi pour pouvoir les traiter systématiquement comme étant des objets dont on peut disposer sans aucune considération éthique ou juridique. Parce que le fait, par exemple, de s'impliquer dans les familles, dans des trucs, par exemple, comme sportif, par exemple, comme la GSK, vouloir récupérer ce club-là identitaire. Après, on va en détailler dans notre débat pour clarifier la question. Tout ça, on va dire que l'Algérie, le régime algérien actuellement, il brosse, on peut dire, entre régime autoritaire, régime dictatorial et totalitaire. C'est un peu une mosaïque, on peut dire, de caractéristiques et qui caractérise malheureusement le pouvoir algérien. Voilà, Rachid, pour répondre à ta question. Ça serait bien, Kamel, si tu peux nous expliquer comment naissent les dictatures et les totalitarismes. Alors, Rachid, c'est une question importante justement pour comprendre d'où proviennent, on peut dire, ou comment naissent ces dictatures et ces totalitarismes pendant, et c'est surtout pendant justement les périodes de troubles politiques, économiques et sociaux. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une confusion, chaque fois qu'il y a une crise, c'est le renforcement ou la naissance des régimes totalitaires ou dictatoriaux. Après, je vais donner l'explication pourquoi. Donc, mais si un pays va bien, que son économie prospère et que ses institutions démocratiques fonctionnent convenablement, ces citoyens n'auront pas tendance à abandonner spontanément leurs droits et leurs libertés au profit d'un régime de terreur. Mais à l'inverse, quand l'économie s'écroule, que la faim et l'insécurité s'installent, que la corruption règne, eh bien, les citoyens peuvent se mettre à la recherche d'un sauveur, d'un chef autoritaire susceptible de restaurer l'ordre et la sécurité. C'est comme on va essayer de se référer à la grille là, des échelles là, de Maslow, la priorité donnée à la sécurité. Mais lorsqu'on crée ce climat-là d'insécurité, justement, les citoyens vont demander la restauration parce que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Les gens veulent se sentir en sécurité. Comme l'avait vu Aristote déjà, le peuple est sensible au pouvoir des démagogues. Le régime peut alors prendre le chemin de la dictature ou du totalitarisme. Les dictatures ne cherchent donc généralement pas à exercer une emprise totale sur la société comme c'est le cas dans les totalitarismes. Mais si on remarque actuellement en Algérie, on comprend qu'il y a une volonté justement d'avoir l'emprise totale sur la société, ce qui justement nous fait dire et arriver à dire que le régime algérien, il a aussi une caractéristique dirigée, totalitaire. Ils peuvent se maintenir en place très longtemps en se basant sur une partie de la population, c'est-à-dire tirer une légitimité en essayant d'essayer, on va dire, de draguer une partie de la société pour la manipuler, pour pouvoir tirer une pseudo-légitimité. On peut évoquer les dictatures communistes, les dictatures théocratiques, comme le régime iranien depuis 1979. Nous avons aussi le cas de l'Afghanistan avec les talibans et d'autres, bien sûr, d'autres dictatures théocratiques qui sont basées sur la religion.
les dictatures militaires, c'est le stade du coup d'État, les régimes autoritaires, mi-chemin entre la dictature et la démocratie, ils peuvent tendre vers l'une ou l'autre. C'est le cas de l'Algérie, de la Russie de Poutine. C'est-à-dire, au départ, soi-disant, ils militent pour qu'ils, soi-disant, soient classés dans la zone grise, c'est-à-dire entre démocratie et dictature. Mais actuellement, on constate qu'il y a plus un basculement, justement, vers une dictature et un totalitarisme. C'est pour cela, moi, personnellement, je considère le régime algérien actuellement, il bascule entre régime autoritaire, régime dictatorial et totalitaire. Voilà. Merci Kamel. Maintenant, on va passer à notre Kabylie. Bon, le point essentiel de notre débat, c'est ce qui se passe dernièrement. Et en Kabylie, c'est tout simplement quelque chose de pas croyable, comme on dit. On sait bien qu'il y a une véritable répression qui touche les diverses couches de la société kabyle, allant des militants de tous bords aux élites associatives et politiques. Même l'élite universitaire n'a pas échappé. C'est le cas de Dr Saïd Chmar et son collègue Amar Laoufi, qui étaient interdits de se déplacer en France pour une conférence dans leur domaine de recherche et d'enseignement qui est la linguistique. Et aussi, l'Aqsar, Bouira, on a interdit un café littéraire, pourtant animé par des non-politiques. C'est des littéraires, c'est des inspecteurs académiques, c'est un docteur de médecine à qui on a interdit la conférence d'Aït L'Aqsar à Bouira, et puis aussi à Vgaïth, plus précisément au Qas. La dynamique association Azdaïa Delsan de Ouqas, qui est très connue depuis belle lurette avec ses activités en termes de littérature notamment, à qui on a probablement ça va se diriger vers la possibilité de dissolution de cette association. Et enfin, notre exemple, c'est l'arrestation d'un père de famille, en l'occurrence Rabah Amrioui et son fils, 21 ans, étudiant, Jugurta, à qui on a convoqué, il y a une trentaine, une quarantaine qui sont déplacés chez eux, ils ont fouillé la maison, donc ça s'est passé du côté de Dera al-Mizan. Aussi des amis à moi personnellement qui n'ont rien à voir avec la politique, ils avaient l'habitude depuis des années des États-Unis, d'Amérique ou d'autres pays d'envoyer des aides à leurs frères et sœurs pour faire face à leurs dépenses à l'université. Et on a fermé leur compte, on a empêché aussi que l'argent qui provient de ces pays-là leur soit destiné parce qu'ils pensaient que ça vient pour d'autres raisons que les études. Donc tout ça, Kamel, c'est un ensemble, ce n'est qu'un échantillon d'exemples. Hein. Ma question à Kamel, que vise au fait le pouvoir à travers ce stratagème qui est basé sur la répression, la censure, semer la peur dans la société, notamment en Kabylie et Kamel? D'abord, il ne faut pas qu'on soit naïf. Dans les régimes non démocratiques, comme l'Algérie, malheureusement, naissent ou se renforcent essentiellement dans les domaines de crise. Le régime était secoué par l'insurrection citoyenne de février 2019. Nous avons assisté à l'arrestation même d'un clan du régime. Et les luttes intestines continuent encore. Le clan qui a pris le dessus n'est pas encore stabilisé totalement. C'est pour cela qu'on continue encore d'assister à la répression tantizimite qui touche tous les militants ou élites politiques ou culturelles ou universitaires. Le message du pouvoir en Algérie est clair. Pas de tolérance à l'activité de l'opposition, car le régime algérien, qui était qualifié de régime autoritaire, zone grise entre le régime dictatorial et le régime démocratique, à travers cette répression, on comprend que le régime se rapproche plus justement des régimes dictatoriaux, voire des régimes totalitaires. Car ces derniers, c'est-à-dire des régimes totalitaires, ont la spécificité de vouloir contrôler toute la société sur tous les plans, dans tous les secteurs d'activité. Il y a une volonté d'embrigader les masses en imposant même aux organisations ou associations leur idéologie arabo-islamiste, d'où justement l'interdiction des activités qui ont relation avec Tamazir, même s'il y a une pseudo-reconnaissance officielle de Tamazir.
ce qui est vraiment paradoxal et insensé, et on comprend un petit peu la visée du pouvoir qui vise justement à pousser la société à la violence, à se radicaliser. Et justement, c'est ce qu'il fallait éviter pour répondre à ce genre de provocation. Donc c'est pour ça justement on assiste à l'interdiction des activités en relation avec les questions identitaires, aux questions de débat intellectuel qui suscitent l'éveil des consciences. Briser les liens de solidarité, l'arrestation de Ameroui et son fils. Cette terreur, la peur qu'on veut installer, vise à déshumaniser clairement les citoyens. On veut de les rendre des tubes digestifs. Et à cette occasion, j'aimerais bien lire un passage qui résume la philosophie du pouvoir à travers le roman écrit par Tahar Djaout Les Vigiles. On comprendra réellement au fond, même dans le texte littéraire, il y a une certaine traduction de la réalité politique en Algérie. Qu'est-ce qu'elle disait, on va dire, qu'est-ce qu'il est écrit dans le roman Les Vigiles? Vous venez perturber notre paysage familier d'hommes qui quittent des pensions de guerre, des fonds de commerce, des licences de taxi, des lots de terrain, des matériaux de construction, qui usent toute leur énergie à traquer des produits introuvables comme le beurre, les ananas, les légumes secs ou les pneus. Comment voulez-vous que je vous le demande, que je classe votre invention dans cet univers osophagique? Ici, c'est un personnage principal, Mahfoud Lemjed, qui a inventé une machine à tisser pour soulager, on peut dire, le travail des femmes. Alors, lorsqu'il est allé pour demander le brevet au niveau de sa commune, donc pour signaler la bureaucratie, alors voilà qu'est-ce qu'il a dit, et on comprendra réellement au fond que la volonté, justement, que vise le pouvoir, ils veulent rendre les citoyens algériens, notamment en Kabylie, que de simples tubes digestifs. Il leur dit, éloignez-vous de la politique, ce n'est pas votre question, on aimerait que vous soyez des consommateurs, et point final. Votre effort intellectuel, votre effort pour conscientiser les citoyens représente un danger pour mon régime. Alors je vous interdis de parler, je vous interdis de réfléchir, je vous interdis de produire. Donc, c'est pour ça que depuis 62, la Kabylie, ils savent qu'il renferme en son sein des intellectuels, des activistes, des grandes personnalités qui peuvent réellement, au fond, sauver tout le pays. Ce que le pouvoir ne sait pas, s'ils vont faire tomber la Kabylie, c'est toute l'Algérie qui va sombrer dans le chaos. S'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont rien compris, parce qu'à chaque fois, ils essaient de manipuler, mais malheureusement, leur stratagème toujours tombe à l'eau. La preuve, les années 90, ils ont agréé la fin 89, la fin des années 80. Ils ont donné l'agrément au fils pour le manipuler et pour bloquer l'alternative démocratique. On sait ce qu'il y a eu. L'Algérie a sombré dans la violence, dans le sang. Des milliers d'Algériens sont assassinés. Alors, ce qu'il fallait conclure par rapport à la question, l'autoritarisme peut être défini comme l'accaparement du pouvoir par un groupe restreint ne tolérant aucune contestation et encore moins une quelconque forme de participation politique susceptible justement de fragiliser sa domination sans partage. Le pouvoir algérien ne veut pas partager le pouvoir. Et c'est pour cela, actuellement, on assiste à cette répression. Donc, rien d'étonnant, cela fait partie de la nature du régime algérien. Voilà, Rachid, pour répondre à ta question. هذا النور ذيك مسلاين نمارو يخسانيس دي تلوي طار جوت اللي بيجي لدن ذكا محمد كنتو دي ثموثني قباليا هذا هو شسني قارب غاسنين اي قباليا ذاين كفا الوقت اللي كافي لي تيغار عندها تسال دايم اللاغون الشاي من اللاغون اي قباليا يكفا ثالثني عندك نين الى ادليت ديبونج ستيكتورون جور هكا لا فامي امريويل اكس مليون كاميون ساين تيمس مثلا ثموثني قبايليا يكفى يعني وكوذ اسميس تديك لي وين تديك سنين
يدي سدوسن لي كافي ليتيرار السنرنين كنين دي تمتسين دي غوزلوس نتوثلايث ولا سومتا تسكلا شكين يبغى الديني من ولد عني من تولي تورا يال شغل يخدم ودابو غتسيرين اما لا رونتري يونيفرسيتير تصاف دي جاندارميين لي بوليسيي ايلين دينا اما لا رونتري سكولير اما لي زاكتيفيتي كولتورال تصاف توجور لي بوليسيي لي جاندارم هكذا لي ميليتير دو فير اما لي زاكتيفيتي سبورتيف دونك يبغى ديني باللي اصدقائي قبيليين تشوف تصوت سوام تخدم ماشي نبغى لا كلات انا نبغى نستعرف كل هذا ماشي اللي كنوين هذه نبغى الا كتخدم سوسمت كيبغى ديني وذاكو هكا اتزيرين تورا نزير تمينوت انشتكي غاس ولا مثلا الاثنين بوتفليقه تصح لي حاله مي ويبغى تمسلم في هذاك يجاكي كي شويه نتللي ماشي هو كثاني سكوريت كامل ذا شي تنادي ذا شي كيف يديسهم كمال اماري ذا بني دينا تقصير يديسدونا كمال لا دغاميدو دون جياسكا زامول مواطنين قبيليين يوضيت سقسيو فرانسيس كمال Jusqu'à qui n'a pas échappé dans cette politique de répression, comment peut-on expliquer politiquement la visée de la destitution de Cherif Mellel et l'installation d'une direction gérée essentiellement par des représentés de justice et des gens qui combattent l'identité du club, alors que, comme tout le monde le sait, JSK fait partie des 7 grands clubs identitaires à travers le monde. Alors, Rachid, justement, la caractéristique des régimes totalitaires, c'est de s'ingérer dans tous les secteurs. Il veut contrôler tout. Même GSK, ça leur posait un problème parce que qui ne sait pas que GSK a été tout le temps, on peut dire, un lieu, même toute une symbolique qui visait justement la défense de l'identité amazigh d'une manière générale et l'identité de la Kabylie d'une manière particulière. Alors, c'est pour cela que je pense que le régime en place a tendance à se rapprocher des pratiques des régimes totalitaires. On voulait tout contrôler, même le sport. GSK, en tant que grand club identitaire, a joué tout le temps, notamment pendant la période de la dictature des années 60 et 70, les tribunes de la GSK ont servi pour soulever justement la problématique identitaire. À mon avis, il ne faut pas qu'on sous-estime l'accaparement de la part des ennemis de la question identitaire amazigh et la symbolique véhiculée par la GSK. Il ne faut pas sous-estimer cet acte-là. Mellel, durant sa présidence et son équipe, comme le Milieu Taïboud, ont pris en considération, en compte cette donne qui distingue la GSK des autres clubs. La direction actuelle fait tout pour lui enlever cette dimension identitaire, pour le transformer en un club anodin, sans âme. Et d'ailleurs, c'est le seul club qui porte le drapeau algérien dans son maillot. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire, c'est comme si GSK, c'est un club qui représentait l'Algérie et que les autres clubs ne sont pas des clubs algériens. C'est un peu étonnant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une propagande contre l'expression de l'ex-président de la GSK, en l'occurrence Mellel, pour l'accuser à tort d'appartenir à une organisation politique séparatiste, notamment la propagande menée par un pseudo-journaliste. GSK doit revenir à ses enfants de la région. Nul ne peut défendre les intérêts du club à part ses enfants. Et pourtant, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts en vue d'investir dans le club tout en sauvegardant l'identité du club. Ce stratagème pour détruire l'âme du club fait partie de cette nature des régimes totalitaires. Donc c'est pour cela que les supporters doivent réellement au fond revenir pour défendre leur club, pour restaurer, on peut dire, cette légitimité qui doit revenir entre des dirigeants qui ont le souci de sauvegarder cette identité
parce que la direction actuelle font tout pour éliminer ce qui distingue GSK des autres clubs. Voilà, Rachid, pour dire que le pouvoir, il voulait anéantir toute forme de résistance, toute forme de projet, on peut dire politique, qui contredit l'idéologie en place par le pouvoir, qui est l'idéologie arabo-islamiste. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment on interdit de simples conférences de rencontres qui discutent de Tamazight, qui discutent qu'il y ait un débat intellectuel. Et c'est pour cela, vraiment, il ne fallait pas accepter cet état de fait. Donc, à travers justement la volonté de dissoudre toute association qui travaille, qui éveille les consciences, comme c'est le cas possible de la dissolution de l'association Aoupas Asdei, fait partie justement de cette politique pour, on peut dire, dire clairement et lancer un message à l'élite algérienne d'une manière générale et l'élite kabyle en particulier pour leur dire que ou bien vous allez vous soumettre et vous allez venir renforcer le régime, vous allez profiter de tous les privilèges, ou bien on va vous combattre. Donc c'est un peu cette philosophie du pouvoir en place actuellement. Voilà, Rachid, pour répondre à ta question. Ah, Kamel, j'aimerais bien finir notre entrevue par rapport au contexte actuel dans le monde. Comme tout le monde le sait, ce qui se passe notamment avec la guerre mondialisée due à l'invasion russe, le régime algérien ne serait-il pas exposé aux sanctions des États-Unis d'Amérique, étant donné que l'Algérie a choisi le camp des Russes? On aimerait bien voir votre point de vue là-dessus, quand même. Alors, Arachid, c'est un peu une question un peu complexe de projection, mais ce qui est sûr réellement au fond, on assiste à une guerre mondialisée, qui le terrain, c'est l'Ukraine. Donc, parce que Poutine a senti qu'il y a, on peut dire, un encerclement, surtout par l'OTAN, on va dire, parce qu'il veut installer sa base en Ukraine. Et la Russie a anticipé, le régime de Poutine a anticipé cette question-là. Mais la crise risque de perdurer. S'il perdure, réellement, au fond, on peut assister à des scénarios inattendus. Alors, l'appui indirect du régime algérien à l'invasion russe, même s'il s'est abstenu de soutenir l'invasion d'une manière directe de l'Ukraine par l'armée russe, mais ne pas la condamner, est interprété par les États-Unis comme étant un soutien d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela ces derniers, c'est-à-dire les Américains, on assiste dernièrement à une pression américaine, notamment pour la question de l'achat des armes de la Russie pour l'Occident. C'est une manière de soutenir la guerre et de financer la guerre, évaluée selon la lettre écrite ou le texte rédigé par des sénateurs américains, évalué à 7 milliards de dollars. Et c'est pour cela, donc, il y a près d'une trentaine de sénateurs américains qui ont lancé un appel pour Blinken, le secrétaire d'État américain, afin de sanctionner l'Algérie. Les Américains vont utiliser la question des droits de l'homme pour procéder aux sanctions. Et c'est pour ça que le régime algérien est tenu, et pour son intérêt, à régler définitivement la question des détenus d'opinion et politique. Sans renforcer le front intérieur, les États-Unis, le pouvoir américain, l'administration, on va dire, de Biden, peut utiliser et saisir cette faille pour s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Algérie. Et il y a lieu de rappeler, pour clarifier une chose, pour ceux qui défendent le principe du droit à l'autodétermination des peuples, qu'ils sachent aussi en matière de droit international, il y a aussi le principe de défense de l'intégrité territoriale. C'est une question de rapport de force aussi, même si au niveau de l'ONU, il n'encourage pas la politique de fragmentation du territoire. Si Poutine a organisé aujourd'hui, enfin il y a récemment, des référendums pour récupérer des territoires ukrainiens, régions de Kherson et de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine, et celle de Donetsk et Lugansk dans l'est du pays, donc ils font partie actuellement des parties de la Fédération russe. Mais bien sûr, l'Occident, principalement les États-Unis, la France, tout ça, refuse de reconnaître ces
régionales, donc il rejette, on peut dire, des référendums qui sont organisés. Et c'est pour cela le régime algérien a classé certaines organisations comme organisations terroristes en évoquant le principe justement de défense de l'intégrité territoriale. Ce qu'il fallait comprendre justement par rapport à la politique américaine, on va dire, répond à un mécanisme un peu plus complexe, fondé sur la complémentarité complémentarité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La politique étrangère des États-Unis a été toujours traversée par l'influence de divers courants politiques, mais à des dosages différents selon la vision du président des États-Unis élu. Même les milieux intellectuels, universités et think tanks, ont leur influence sur le processus décisionnel. Des différentes écoles aussi. Mais l'exigence de la cohérence est assurée par le président et son Conseil national de sécurité, NSC. Nous avons aussi le pouvoir formel et informel qui offre aussi une meilleure compréhension globale et aussi il y a le point de vue des services de renseignement qui est important et qui détermine la politique américaine. C'est juste pour terminer justement que les États-Unis d'Amérique ne vont pas laisser comme ça le soutien indirect de l'Algérie aux Russes. Et c'est pour ça justement, si l'Algérie a intérêt réellement au fond à régler cette situation, à s'en sortir, c'est de régler la question des détenus d'opinion et politique. Parce que sinon, les Américains vont jouer la carte des droits de l'homme. Non-respect des droits de l'homme, les Américains peuvent réellement s'ingérer. Alors, si le pouvoir algérien réellement est intelligent, il doit libérer tous les détenus d'opinion et politique. تنمية كمال لك كل نساء ثقرا في الدق في لوفا نا كيضغونا كان دي تموت نيا قباليا صغور وذبو الجزائرية نسام ذانوك نيعجبن نسان ميل ذكوتون نظن كريتيكا نكمل مبارون دي قيمة دي ثلوث